Vous savez, en regardant le sujet de près, je me suis aperçue au sens où j'ai pris conscience que le principe à travail égal, salaire égal, avait été introduit dans la loi française, en 1972. 1972. On avait donc posé le but de guerre. Et en regardant plus avant, 1972, c'est 7 ans, j'allais dire seulement, après la fin de l'autorisation donnée par le chef de famille à son épouse de prendre un emploi, de pouvoir prendre un emploi, ou encore d'ouvrir un compte bancaire. Donc c'est dire qu'entre 65 et 72, on était passé de l'obscurantisme à l'égalité annoncée, en fait, à une obligation légale. Ceci étant dit, ça n'a pas suffi, puisque force est de constater qu'entre 72 et, j'allais dire, nos jours, on est passé à plusieurs reprises sur le sujet, notamment au travers de règles de droit touchant, dans le fond, à la condition de travail des femmes comparée à celle des hommes, qui passe également par le salaire, mais pas uniquement, dans le fond. À titre de symbole, je trouve que parmi toutes ces lois successives, il y a celle du 4 août 2014 que l'on a appelée aussi tout à fait modestement l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. Et au titre de cette égalité réelle annoncée, c'était l'obligation de négociation sur la qualité de vie au travail, prenant en considération ces éléments-là, et sur les plans d'égalité professionnelle qui devaient désormais entrer dans la négociation. Donc petit à petit, ces dispositifs se sont insérés, au point qu'en 2018, on a inventé et intégré la notion d'index, qui calcule les différences de salaire, les inégalités de salaire dans l'entreprise. On est donc 5 ou 6 ans plus tard et on a un ensemble, j'allais dire, légal, sans parler de la jurisprudence, particulièrement corseté en fait, en quelque sorte. Il est quand même très ferme, ce dispositif légal. Et ce qui m'intéresse, au-delà de ces dispositions légales, c'est la manière dont les entreprises s'emparent des sujets qui touchent, alors à la fois à la condition des femmes dans l'entreprise, mais plus généralement dans la société, et qui prennent à bras-le-corps, si je puis dire, des sujets éminemment importants, des évolutions importantes de l'époque. Par exemple, au titre de l'évolution démographique, qui est un sujet qui risque de poser des difficultés dans bien d'autres domaines, mais qui rendent potentiellement les femmes redevables d'obligations supplémentaires qu'elles prennent à leur charge, s'agissant tant des obligations de parentalité, et ce dans des conditions assez, j'allais dire, nouvelles, au sens du phénomène des mamans solo que je souligne ici, hein, c'est à peu près 17% quand même des familles françaises, et d'une part, et d'autre part, de ce que l'on appelle la qualité de proche aidant vis-à-vis des générations du dessus. Et à cet égard-là, il est intéressant de voir comment, au travers du dialogue social ou des initiatives prises par les entreprises, elles essayent précisément de s'adapter et d'offrir un cadre supportable à celles et ceux, comme on dit aujourd'hui, mais enfin on va dire à celles qui s'en occupent. Regardez, le rapport de l'INSEE qui a été publié le 4 mars m'a frappé au travers de 3 chiffres, si je puis dire. 22,2%, 14,2% et 3,8%. Le premier chiffre met en valeur les inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes appréciées au niveau national, étant précisé que ce taux a tendance à réduire, mais il est conséquent. 14,2%, c'est la même analyse, mais à temps de travail égal, ce qui justifie la première distorsion, parce que comme par hasard, ce sont les femmes qui travaillent en temps partiel 3 fois plus que les hommes, donc forcément ça a un impact. Et le troisième taux qui est intéressant, c'est 3,8%, qui est le taux de différence, toujours au détriment des femmes, mais 3,8%, entre un poste équivalent dans un même établissement. Donc, ce qui montre que dans l'univers de l'entreprise, ces distorsions à poste égal donnent lieu à une différence, quelle que soit la manière dont on le calcule, mais substantiellement inférieure au taux précédent. Ce qui veut donc dire quoi schématiquement? Ce qui veut donc dire que la société évolue et agit selon des tropismes, des atavismes, des mœurs, d'une certaine façon, qui se traduisent forcément, lorsqu'on voit le sujet en matière de rémunération, par des distorsions de vie
où fondamentalement les choix des femmes sont plus généralement orientés vers des activités moins rémunérées, plus fractionnées, parce qu'elles prennent en compte ce qu'on évoquait tout à l'heure au sujet de la parentalité et de l'impact que ça a sur les fameuses carrières. Et ce que l'on voit, c'est que du fait de l'application des lois successives, du fait de cette plus grande sensibilité à la nécessité de négocier dans l'entreprise ou d'avoir un dialogue social, ne serait-ce qu'au travers des fameuses négociations annuelles obligatoires, eh bien, ces questions de restauration d'une forme de suivi plus précis est appliquée visiblement au travers des données que je viens d'évoquer. Ce qui veut donc dire que ces lois successives ont eu un effet très positif et comme la route n'est pas terminée, elle se prolonge. Et elle se prolonge aujourd'hui au travers d'un autre facteur qui a l'air d'être mobilisé, c'est celui du reporting. Revenir sur le contenu de la directive du 10 mai 2023 qui doit être transposée en droit français avant juin 2026 est une gageure tout à fait excessive par rapport à cet entretien, tant le dispositif est fouillé, complexe et même difficile à lire en termes de compréhension immédiate. Mais ce qui est intéressant de relever, d'abord il faut attendre la loi de transposition, mais ce qui est intéressant de relever, c'est que cette directive agit à l'instar de d'autres domaines qu'est la fameuse directive CSRD ou encore la directive vigilance, sur, dans le fond, une forme de reporting traduisant la façon dont on comprend la notion de transparence. Et c'est donc la transparence vue comme une forme de panacée de l'époque qui permet d'imaginer ou d'entrevoir que le but assigné à cette directive de la transparence salaire serait atteint. Il me semble que le risque de reporting, comme dans tous les domaines précédents, et d'ailleurs il est intéressant de relever les critiques fortes que suscite la directive CSRD au point qu'une directive omnibus est actuellement en discussion, du fait de cet aspect bureaucratique, ne soit hélas, en quelque sorte, importé dans la sphère des salaires qui pose un problème supplémentaire au précédent, au-delà de la bureaucratie, mais qui pose la question, dans le fond, de l'adéquation à l'époque. Quels sont les aspects saillants de notre époque? Les aspects saillants de notre époque sont que les catégories professionnelles, la caractérisation de groupes homogènes, de travail, on dit travail et pas emploi, de travail identique ou de travail de même valeur, est difficile à appréhender au moment de la révolution notamment de l'IA, qui, elle, vient bousculer notre manière de concevoir les catégorisations et les salaires au XXe siècle, d'une part. D'autre part, il y a une forme très forte d'individualisation, tout le monde le sait, l'individualisme est tout à fait saillant, et il est fort à craindre que si tous les impacts en matière de rémunération sont mis bout à bout, l'employeur aura tendance à simplifier son dispositif pour éviter les effets de bord, et ce faisant, porter un impact négatif ou créer des frustrations sur les perspectives de rémunération. Dit autrement, ce dispositif de transparence des salaires doit être manié avec une très grande attention.